J'ai déjà baissé la clim par rapport au Covid. Bonjour, très heureux de vous recevoir, de vous accueillir à l'Olive. Je connais pas tout à fait tout le monde. Je suis Emmanuel, je suis responsable digital à l'Olive. Ouais, chaud. Et également en charge de la CRM et de la relation client et de ces problématiques-là, autour de nos clients. Voilà, donc vous avez eu l'occasion de faire le tour du magasin et du fournil avec Sandra et avec Gérard. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très chouette. C'était bon, chouette, ça vous plaît? C'était bon? Les viennoiseries, donc elles ont été faites ici et cuites ce matin. Donc, tout vient de chez nous. Voilà. Lors des échanges que j'ai eu avec Olivier, on a parlé de discuter du retail et je lui avais proposé de parler de l'écoute client et du recueil de la satisfaction en point de vente. Vraiment dans une démarche d'échange, de partage d'expérience, parce que c'est quelque chose que nous on a mis en place en 2016, donc il y a 2 ans et demi maintenant. On a vécu pas mal d'aventures, de mésaventures parfois, et l'idée c'était de pouvoir échanger avec vous et partager un peu ces retours d'expérience sur l'écoute client. Alors, comme beaucoup de retailers, on a le client au cœur de notre concept, au cœur de nos attentes, au cœur de nos impératifs, etc. Mais comme vous le voyez sur notre baseline, à l'Olive, on partage du bio et plus encore. Je pense que vous l'avez vu en magasin, on essaye vraiment de mettre le client au cœur de notre concept par l'organisation du magasin, par la mise en place d'un programme de fidélité dès 2002. On a vraiment été des pionniers là-dedans sur le secteur du bio, par la présence en magasin d'un référent conseil, qui est un employé qui est formé aux différentes, qui a plein de formations en naturaux, sur les huiles essentielles, sur les différents produits de beauté, de confort, de compléments qu'on peut avoir. Il n'est pas là pour mettre en rayon, il est vraiment là pour accompagner les clients dans leur découverte des produits, dans les achats. Et puis l'animation, on a des animations régulières en magasin. En ce moment, c'est la foire au vin. On a au moment de la chandeleur. Régulièrement, on a des animations régulières. Donc on essaie vraiment de garder le client au cœur de notre concept. Et aujourd'hui, c'est vrai que nos magasins sont non seulement des lieux transactionnels, forcément, l'objectif c'est quand même que les clients viennent et achètent des produits chez nous, mais c'est aussi des lieux relationnels, des lieux d'expérience. On a des magasins qui commencent à avoir un certain nombre d'années où les clients viennent, appellent l'équipe par leur prénom, claquent la bise au responsable, ils viennent, ils passent une demi-heure, ils causent, ils repartent avec leur pain, leurs trucs, leurs petits achats, mais ils viennent vivre une relation. Et finalement, c'est le fondement du commerce, parce que le commerce, avant d'être du transactionnel, c'est du relationnel, c'est de la relation humaine, c'est de l'échange. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'avoir au cœur de notre métier, au cœur du métier de nos équipes sur le terrain. À l'Olive, on a un concept que vous avez pu découvrir. Il se trouve que ce concept il est défini sur la base de la connaissance de nos clients, ce qu'on a envie de leur proposer pour répondre à leurs besoins. Le concept il implique une équipe qui est en charge de son application sur le terrain, mais en fonction de comment il est reçu, écouté et appliqué, on va avoir plusieurs nuances d'application du concept. Donc, comme beaucoup de monde, on avait des enquêtes, des clients mystères. Je vous donnerai le slide après, hein, n'hésitez pas, vous pouvez les photographier si vous voulez, mais je vous les donnerai. Ouais, c'était toi qu'on fait des films aussi. Oui, c'est vrai. Des audits des clients mystères qui nous permettent de nous assurer que le concept il est bien compris par les équipes et bien appliqué. Mais on avait une petite frustration là-dessus, c'est que il nous manquait le client. Ok, on a un concept, on l'applique, il est OP, mais comment est-ce qu'il est perçu par le client? On a eu l'occasion de rencontrer Questeo, qui est représenté par Sébastien, qui va vous présenter un peu plus l'entreprise et l'outil en 2016. On les a rencontrés et Questeo a été pour nous un peu la promesse d'avoir la clé pour accéder au cerveau de nos clients et avoir le retour de nos clients par rapport à notre concept, comment est-ce qu'ils nous perçoivent, comment est-ce qu'ils nous positionnent et comment est-ce qu'ils nous aiment et comment est-ce qu'il reviendra chez nous pour consommer surtout. Parce que la finalité de tout ça, c'est quand même améliorer la rentabilité et les chiffres d'affaires. Donc on a rencontré Questeo qui nous a présenté des super outils qui nous ont fait rêver et qu'on a mis en place.
Tu veux présenter les outils Je vais me présenter déjà parce que je me suis présenté dans le groupe d'avant. L'exercice est... Ouais. L'exercice est... Voilà, on va refaire... Alors l'idée c'est que ce soit interactif, hein, encore une fois, parce qu'on essaie vraiment de discuter. Moi je suis Sébastien Leroux, je suis fondateur d'Eva & Go, donc c'est une société spécialisée en écoute client. On a plein d'outils qui permettent de faire du feedback client, que ce soit du multicanal online et tout. Et il y a un sujet sur lequel on a des produits très spécifiques, c'est l'écoute client retail, point de vente, ça tombe bien le sujet ici. Et donc c'est tout notre savoir-faire et qu'on a grandi, donc ça fait 10 ans qu'on existe, mais depuis les outils d'écoute client retail, ça fait depuis 2014. Donc on a grandi aussi, aujourd'hui on a un état de maturité qu'on n'avait pas il y a 3 ans, donc on a grandi aussi avec Mobile, entre autres. Et aujourd'hui quand même on travaille avec tous les plus gros retailers aujourd'hui de France, tous les grands retailers qui soient retail généralistes ou spécialisés. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision très exhaustive de ce qui se passe en termes d'écoute client. Et au-delà de l'écoute client, c'est comment on transforme ça en pilotage point de vente. Il y a que ça qui compte. Et c'est ce dont on va discuter sur le cas au vivant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? On a vu Questeo arriver avec des bornes qui nous permettaient d'interroger nos clients et de mieux comprendre, d'avoir leur retour, leur perception de notre concept. Donc voilà, on a débuté une campagne avec les bornes Questeo de la société Eva & Go pour interroger nos clients, bornes tactiles, présentes en file de caisse. Et puis on a appris tranquillement, on a lancé plusieurs campagnes successives les unes après les autres. Sauf qu'on était quand même beaucoup dans notre modèle d'audit, dans notre modèle de client mystère, de questions très précises, très objectives, très binaires, et pas forcément beaucoup dans le ressenti. Donc voilà, on a posé des questions à nos clients dans le genre êtes-vous satisfait de votre visite? Jusque-là, ça va, c'est la mesure de satisfaction globale. Mais dans notre manuel du savoir-faire, on dit bien aux équipes qui doivent dire bonjour quand un client rentre. Donc on a demandé aux clients est-ce que l'équipe vous a dit bonjour? Voilà. C'était vraiment des premiers sujets. Et puis bon, arrivé en fin de campagne, un bilan mitigé moins, négatif. On va dire les choses clairement, négatif sur plusieurs aspects. Déjà négatif sur la méthode, parce qu'on a mis en place plusieurs vagues dans les 3 mois d'enquête. Pendant 15 jours, on a demandé au client si on lui avait dit bonjour, non, s'il était satisfait de sa visite. Puis après, pendant un mois, on a posé 3 questions sur le bonjour et puis d'autres trucs. Et puis encore pendant un mois derrière, on a reposé d'autres questions. Donc finalement, pas de corrélation possible entre les différents résultats. Pas de lien entre les réponses, voilà, plusieurs vagues de questions assez difficiles à analyser. Les questions, finalement, étaient encore très binaires et assez peu sur la perception du client. Voilà, est-ce que l'équipe vous a dit bonjour? Oui, non. Je ne l'ai pas entendu, je vais mettre non, alors que ça se trouve, l'équipe a dit oui. Et puis sur le rendu, on a pondu des documents du genre qu'adorent les responsables de magasins avec des tableaux, avec des pavés de conclusion, de machin et autres. Autant vous dire qu'ils n'ont pas vraiment été lus. Et qui en plus comparaient les magasins. Ça veut dire qu'on a mis tous les magasins les uns après les autres, du meilleur au moins bon, ordonné. Voilà, le truc qu'ils adorent, exactement. Donc des résultats très dans l'analyse, pas opérationnels, très mal perçus, et une enquête très mal perçue aussi bien par les équipes que par les clients. Voilà. Et ça a été un peu un coup dur parce qu'on a eu des retours très négatifs de clients qui nous disaient pourquoi est-ce que vous accusez vos équipes avec des questions pas sympas. Voilà. Donc, un coup dur, mais un bon point de départ. En fait. Un très bon point de départ. Ça nous a fait beaucoup réfléchir, mais c'est vrai que ça nous a montré l'attachement de nos clients aux équipes, et en même temps, ça nous a fait pas mal réfléchir. Donc, en 2017, on a eu une deuxième phase d'écoute avec l'introduction de nouvelles tablettes dans certains magasins
Parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi dans les nombreux échanges qu'on a pu avoir avec les équipes de Questeo que la tablette avait son importance. La tablette, elle a son importance déjà par sa mise à disposition, évidemment. Si le magasin ne la branche pas, on ne va pas collecter beaucoup de réponses. Si elle est, selon où elle est placée dans le magasin, on ne va pas avoir le même volume de réponses. Si vous la mettez en file de caisse, vous avez plus de réponses que si vous la mettez en après-caisse. Parce que si vous la mettez en après-caisse, le client est déjà en fin de parcours, il n'a plus le temps, alors que finalement en file de caisse, il est là, il attend. Mais Questeo a même des données sur des positionnements qui, à 50 cm près, influent sur 4 fois plus. Voilà. Donc, en fonction du positionnement de la tablette dans la file par rapport au flux client, on peut avoir pour 50 cm 4 fois plus ou 4 fois moins de réponses. Je vais revenir sur la notion de tablette parce qu'on parle de tablette. Honnêtement, la tablette, on s'en moque, c'est pas une finalité, on met pas les tablettes. Si on a travaillé sur ces sujets-là, c'est pour répondre à un objectif particulier. Honnêtement, ça serait l'écran de papier pendu au bout d'un fil, on aurait fait ça. C'est la finalité technologique, on ne fait pas des tablettes pour se faire plaisir. Si on a développé cette technologie-là, alors là c'était la version, c'est pour ça que ça pique un peu les yeux, parce que c'était il y a plusieurs années, on a de nouvelles technologies aujourd'hui beaucoup plus puissantes et autonomes. L'objectif de l'écoute client, c'est qu'il faut qu'elle ait du sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse se transformer en quelque chose de concret pour les opérationnels. Et c'est là où on en vient à la grande difficulté de l'écoute client retail, c'est qu'elle est extrêmement fragile. C'est très compliqué d'écouter les clients. Vous êtes tous clients. Tous clients. Quand vous faites vos courses, vous donnez votre avis. Qui? Enfin, on râle, mais on ne le donne pas forcément, l'avis. Ça dépend. Alors, si, on donne l'avis. On peut le donner, mais on ne le donne pas à chaque fois qu'on fait nos courses, on chaque pas. Voilà. Les fois où on va être le plus motivé pour donner son avis, c'est les fois où on a une réclamation. Voilà. Voilà. C'est ça le gros souci. Et ce qui résume aujourd'hui et jusqu'à présent l'écoute client, quand on dit l'écoute client, la première question qu'on pose, c'est quoi le problème? Il n'y a pas forcément de problème. L'écoute client, la vraie écoute client, c'est d'écouter tous les clients. Sauf que le mode d'écoute client qui sont à disposition, enfin qui était à disposition jusqu'à aujourd'hui, était hyper sélectif. Donc effectivement, soit j'ai du client mystère, mais ça c'est un objectif particulier, client mystère, c'est des parcours clients, c'est des process, et c'est pas des clients, on appelle ça client mystère, mais c'est des auditeurs. Donc, voilà, ça a du sens, mais dans le cadre d'un audit, mais c'est pas du client. Les enquêtes sorties point de vente, ça a du sens aussi, ça permet de récupérer l'info, mais on sait que ça biaise aussi, et que c'est très lourd, c'est toujours à mettre en place, et que ça ne permet pas vraiment de piloter les choses. Après, les retours clients qu'on va avoir, et que vous allez avoir, c'est essentiellement quand le client n'est pas content. Donc là, il va trouver un moyen de vous parler. C'est marrant, mais il arrive toujours, là, pour le coup, et puis ça finit sur les réseaux sociaux maintenant. Donc ça fait double peine, non seulement... voilà. Et donc, l'expression de l'insatisfaction est surpondérée très largement dans le feedback client. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à écouter tous les clients et d'avoir des données objectives? Il faut répondre à plusieurs critères. Le premier, c'est du HO. Pourquoi du HO? Le HO, c'est-à-dire, j'attrape le client au moment où il vit son expérience. Pourquoi? Si je sors du point de vente et qu'on m'interroge après, donc à tiède, à froid, on peut poser toutes les questions, c'est-à-dire l'émotionnel, le ressenti que je suis dans le point de vente, il va être filtré, remplacé par ce que j'ai vécu entre-temps. Bon, je n'arrête pas de vivre quand je sors du magasin. Je sors, je me tords la cheville, on me demande comment ça s'est passé, ça s'est mal passé. Vous y êtes pour rien, il s'est tordu la cheville. Voilà. C'est l'exemple qu'on donne toujours avec la SNCF sur si je vous attrape à la sortie de votre train, je vous dis est-ce que votre train est à l'heure, vous allez me dire oui, parce que la très grande majorité des trains sont à l'heure. Si je vous dis aujourd'hui est-ce que les trains sont à l'heure, vous me dites quoi? Non. Donc c'est une question de perception, c'est pas vrai, c'est injuste. Ils sont plutôt à l'heure les trains. Mais c'est pas juste pour la SNCF, c'est une question de perception. Pas les 8 derniers mois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas les 8 derniers mois. Ah mais non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah oui, vous n'avez plus. Non mais c'est pas juste. Non mais c'est pas juste. Mais après on en vient à un vrai constat, c'est que, aussi injuste soit-il, il n'y a que la vie du client qui compte. Et c'est là où finalement, ce qui est important, c'est d'attraper la vie du client. Donc il faut que ce soit à chaud, parce que l'expérientiel est très fragile. Je fais une expérience, c'est vite remplacé par une autre. Parce que nous, on est centré dans notre business, dans notre magasin, on pense qu'il n'y a que ça qui compte, et honnêtement, le client il est passé quand on est ressorti. Voilà, c'est rarement des expériences absolument extraordinaires. Voilà. Peut-être si vous allez dans un Apple Store et que vous avez 1100 € à mettre sur un téléphone, vous avez tendance à vouloir avoir une très bonne expérience, mais bon, globalement, c'est plutôt rare. Donc il faut réussir à attraper les clients à chaud. Allez donc attraper des clients à chaud. Quand vous faites vos courses, vous avez donné votre avis, vous? Non?
Donc la deuxième problématique, c'est qu'il faut que ce soit non-intrusif. Le non-intrusif, c'est-à-dire qu'on a tous un paradoxe en nous, c'est qu'on aime bien donner notre avis, on n'aime pas qu'on nous embête. D'accord? Est-ce qu'une enquête sortie point de vente, vous avez 5 minutes pour répondre? Non, je n'ai pas 5 minutes. On les a les 5 minutes, honnêtement. On les a. Et on a envie. Voilà. Et c'est le problème de l'intrusif. Et c'est vrai que l'écoute client, avec toutes les nouvelles technologies, etc., on est passé dans l'hyper-intrusif. Maintenant, quand vous mettez votre mail dans un site, c'est compliqué parce que vous savez que vous allez vous faire balancer d'enquêtes et de trucs dans tous les sens, etc. Il y a même eu des tentatives d'enquête sur SMS, c'est compliqué, c'est extrêmement intrusif, etc. Donc, l'intrusif, plus c'est intrusif, c'est-à-dire plus ça demande de la peine, plus on va sélectionner les avis négatifs. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas content, je suis motivé pour donner mon avis. Donc je vais trouver l'énergie pour m'exprimer. Donc en fait, vos retours vont être essentiellement négatifs. Donc le non-intrusif, c'est de réussir à attraper l'avis de tous les clients. Donc, il faut que ce soit dans le flux client, et on en vient. D'où les technologies effectivement qu'on a développées, notamment des systèmes autonomes, pour être vraiment dans le flux. 50 cm près, si je mets la borne, le collecteur ici, et que je fais la queue ici, et j'ai pas de clic. Je fais pas ça. Je fais pas. Il faut aller pas. Si je suis là, et j'ai le collecteur ici, là j'ai du retour. Et on en a plusieurs milliers par mois, justement parce que c'est non intrusif. Et comme ça, on attrape le fameux retour des gens contents aussi. Est-ce que vous êtes content de votre expérience, système de rotation de questions? Les gens vont dire oui, il n'y a rien qui les empêche de dire non. Et on en vient à un autre élément qui est hyper intéressant dans le retour qu'on fait avec nos systèmes, ça s'appelle l'objectivité. L'objectivité, ça vient du fait que je n'ai rien entre moi et la machine pour donner mon avis. Il y a des études qui ont montré le biais qui était généré par la relation humaine. C'est-à-dire quand j'interviewe quelqu'un, je biaise la relation. Vous connaissez tous l'hypocrisie qu'on a quand on a fait un repas à table, qu'on n'a pas vraiment aimé notre plat, il est à moitié rempli, le serveur arrive, il dit « ça s'est bien passé ?» Et vous dites « oui, oui, super ». Il sait très bien que c'était pas bon, vous savez très bien que c'était pas bon, mais vous ne le dites pas parce que c'est une sorte de convenance. Ça s'appelle la relation sociale. Il y a des études qui ont montré, notamment les enquêtes, des études très intéressantes sur une fausse marque qui a été testée pour savoir si les clients connaissaient la fausse marque. Alors on ne leur dit pas que c'est une fausse marque. Est-ce que vous connaissez la marque? Et ils ont fait la même question, la même enquête sur le online, donc rien entre la personne et la machine, le téléphone et le face-face. Face-face, c'est un interview. En online, 3% des gens disaient connaître la marque. On va dire marge d'erreur. C'est la marque, oui, je la connais, en fait, elle n'existe pas, mais 3%. Vous savez quel est le pourcentage pour le face-face? Les gens qui disaient connaître la marque? 40%, 40, 50%. 22. Ah oui. Et 18 pour le téléphone. Et c'est normal. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un, quel qu'il soit, même s'il dit qu'il est objectif, eh ben, on va pas dire qu'on ne sait pas, on va lisser les extrêmes, et donc il y a un effet de biais dans le retour. Donc l'intérêt de ces technologies, pour revenir à la notion de tablette, c'est essentiellement ça l'intérêt, c'est que effectivement ça permet de collecter de l'objectif. Donc on attrape tous les clients, parce que c'est pas intrusif, du à chaud, c'est objectif, parce qu'il n'y a rien dans la machine. Il faut deux autres critères pour être vraiment performant. Il faut de la volumétrie. Parce que si j'ai 10 clients, j'ai ces effets d'humeur qui peuvent apparaître, qui fait que je ne peux pas en tirer un enseignement. Et donc, nous, nos systèmes permettent de récupérer plusieurs milliers d'avis clients par mois, donc il y a un effet de vrai indicateur solide. Et l'autre critère qui est très important pour que ça s'intègre dans l'opérationnel, il faut du en continu. Parce que le magasin vit, donc il faut faire du suivi en continu au même titre qu'un chiffre d'affaires. Et quand je vous pose la question, combien de fois, à quel rythme vous suivez votre chiffre d'affaires, vous allez me dire tous les jours, jusqu'à 3 fois par jour, qu'on est un peu en stress. Toutes les 3 minutes. Le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qu'on suit en continu. L'écoute client, il y a une enquête qui tombe. C'est ça finalement le changement d'approche et ce qui a fait le changement aussi et l'intégration complète, c'est qu'on en vient plus seulement dans une stratégie de dire je vais faire des enquêtes d'écoute client et en fait les opérationnels c'est bien beau, c'est exactement ce que disait Emmanuel, voilà c'est sympa, limite je m'intéresse mais après je fais genre archivage vertical et je reprends mon quotidien et il y a une mutation aujourd'hui vers l'intégration complète de l'écoute client dans l'opérationnel. Et c'est possible que parce qu'on amène des informations qui sont avec tous qualitatifs. Et c'est là où ça fait changer les règles et ça fait changer la donne.
parce que le retail aujourd'hui est obligé d'évoluer vers l'expérientiel. Ce qui a fait le succès du retail depuis les années 60, c'est de vendre beaucoup de produits pas chers dans un point de vente, modèle grande conso, sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de produits pas chers, c'est où? C'est Amazon. Et le retail ne pourra jamais lutter contre ça. Donc le modèle centré sur le produit est obligé d'évoluer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le retail dans sa globalité est en train d'évoluer vers ce qu'on appelle l'expérientiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de me garer sur un parking, de sortir de ma voiture, de taper un caddie, ça dépend ou un panier, et d'aller faire mes courses. C'est-à-dire que la motivation attendue, elle doit être liée à de l'expérientiel. Et aujourd'hui, alors après, il y a plein d'autres dimensions, et le bio, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que le bio travaille sur une autre dimension, qui s'appelle la dimension sociétale, la notion de valeur. De plus en plus, on veut consommer avec, dans des enseignes dans lesquelles on se retrouve en termes de valeur. Vous avez vu toutes les communications aujourd'hui des retailers, entre Leclerc, Intermarché, etc. Aujourd'hui, ils ne disent plus produits pas chers, de moins en moins. Là, la dernière campagne Leclerc, c'est on travaille avec des petits artisans du coin, etc. On travaille beaucoup sur ce modèle-là, parce qu'effectivement, c'est un levier très fort. Et le bio, pour ça, est très armé, parce que l'histoire même du bio, et la structure même de la clientèle du bio, est basée sur un rapport de valeur, et non pas de produit. D'ailleurs, au début, il n'y avait pas beaucoup de produits dans les magasins bio. Une marque de pâtes, il n'y avait rien. C'est vrai qu'au début, il fallait se battre pour trouver des produits. Ça, c'est élargi. C'est aujourd'hui. Donc, le rapport, et c'est vrai que votre slogan bio est bien plus, c'est une réalité, et c'est ce qui fait le succès. C'est ce qui fait d'ailleurs que les magasins bio survivent face à des retailers qui aujourd'hui se mettent dans le bio. C'est plus une question de prix, c'est une question de rapport. Et donc, l'expérientiel, plus vous allez créer une expérience forte dans vos points de vente, plus ça va vous donner de l'air pour avoir des produits et des marges plus chères. C'est comme ça qu'Apple vend des téléphones à 1100 €. Excusez-moi, je ne suis pas sûr d'un kilo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller très loin dans la notion de perception de prix. Si on dit ça vaut 1100 €, je ne peux pas dire que c'est vrai ou pas. C'est une question de point de vue. Voilà. Mais on est prêt à mettre très cher des choses qu'on peut avoir à 100 € à côté. C'est une question de perceptuel. Et bien, ça vaut aussi pour le retail. Et donc, l'expérience proposée par Ovive auprès de ses clients, quand nos indicateurs montrent que l'Ovive est dans le top des enseignes qu'on évalue en termes d'expérientiel, joue sur plusieurs critères, ça s'appelle le cercle vertueux de la perception client. Un client qui a une expérience de vécu satisfaisante, ça va jouer sur les 3 leviers du chiffre d'affaires, qui sont le panier moyen, la fréquence de visite, et la recommandation. Ces 3 critères, c'est ça qui nourrit finalement la performance d'un point de vente. Donc après, il y a un effet, je sais que le bio a profité pendant des années à une croissance naturelle du marché. Le marché est en train aujourd'hui d'être abordé et à l'abordage par les gros retailers. Donc c'est une bataille qui est importante à mener pour le Vive et les autres enseignes. Mais les clés sont vraiment dans leurs mains parce que justement, cet expérientiel, naturellement, on le ressent beaucoup plus à l'Ovive que quand on va dans un généraliste. Chez un généraliste, on peut acheter du bio chez un généraliste, mais ce n'est pas la même expérience. Et c'est en ça justement où l'approche centrée sur le client, elle a du sens que si elle s'intègre jusqu'aux opérationnels. Et c'est ce qui a fait grandement évoluer, ce qui a évolué dans l'approche, c'est qu'on n'est plus simplement dans un produit, on ne met pas des bornes, enfin nous on ne vend pas de bornes. On a un système qui permet de comprendre le client et d'optimiser la performance du point de vente centré sur le client. C'est le fameux customer centric. On en parle tous, hein, le client, vous avez tous parlé 100 fois du client, 1000 fois du client, vous en faites quoi? Ça se traduit comment opérationnellement? C'est ça le problème, c'est qu'on voit tous que c'est le plus important. Là, c'est simple, hein, sauf si c'est vous qui faites les courses dans votre magasin, à part ça, sinon c'est quand même le client qui fait le business. Donc on sait très bien que c'est le plus important. Et comment faire pour jouer? Et là, la règle, qui est universelle, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc tant qu'on reste dans le flottement, dans le point de vue, dans je crois que, je pense que, et ben, ça crée beaucoup de biais. Déjà parce que, sous prétexte qu'on est dans son magasin du matin au soir, on dit qu'on connaît ses clients, c'est pas vrai. Si on est dans son magasin, nous on les connaît, parce qu'on finit par plus voir les choses. Et puis l'intérêt aussi de la perception client, c'est de capacité à prendre du recul. Et c'est ce qu'a fait aussi Ovive, en mettant en place des modèles aussi de questions communes pour tous les points de vente. Et là, on en vient à une grande question, à un grand débat sur la notion de se comparer. Naturellement, un directeur de magasin, il n'a pas trop envie qu'on l'embrouille, il va faire son business.
Et dès qu'on est dans un mode de comparaison, bah, faut être content ou ça peut piquer. Le problème, c'est que la perception, elle est toujours relative. Toujours relative. Si on évalue, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, peu importe, mais finalement, si on évalue, si vous évaluez votre point de vente et vous dites, voilà, je suis à 70%, peu importe l'indice, je suis à 70% de satisfaction client sur tel item. Vous êtes content ou pas? On ne sait pas. Si les autres magasins de votre enseigne, ils sont à 90 ou 70, c'est vous. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas le 70, c'est l'écart qu'il y a entre vous et les autres. Ou alors, entre vous et vous-même. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle l'étalon interne, c'est-à-dire je suis à 70 en janvier, je suis à 75 en mars, je suis content, 75. D'où l'importance aussi de rentrer dans un modèle d'évaluation comparée. Ça, c'est aussi notre force, c'est que dans nos bases, on a plus de 25 millions de retours clients, donc on a cette capacité à pouvoir donner des indicateurs. Évidemment, jamais, on ne donne jamais ce qui se passe dans les autres. Dans les autres enseignes, mais une notion sectorielle. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut se positionner. Voilà, je peux me positionner, mon niveau de performance par rapport à moi-même, par rapport aux autres magasins de mon enseigne et aussi par rapport à mon secteur d'activité. Ça donne beaucoup de puissance finalement dans la lecture et dans la capacité aussi à mobiliser les équipes. Donc, vous avez une équipe, voilà. Et ça amène un autre problème aussi, c'est un autre avantage, c'est quand vous mettez des chiffres sur la perception, c'est plus facile pour manager. Vous connaissez l'histoire, hein, vous allez voir un collaborateur, vous dites, bon, moi je trouve qu'on n'est pas bon sur l'accueil. Je te laisse parler, puis on sera parti, je ferai comme avant. Quoi. Je laisse faire son coup de cagon, et puis après, voilà. Ça reste une notion de relationnel, une notion de rapport de force entre hiérarchiques, et puis vous n'êtes pas forcément tous les jours dans les points de vente, et du coup, c'est ça qui est compliqué. Par contre, quand c'est les clients qui disent, c'est mes clients dans mon magasin et aujourd'hui, en termes de management, c'est beaucoup plus confortable, parce que c'est pas vous qui dites, c'est les clients. Donc c'est nos clients qui se plaignent. Nos clients nous disent qu'on a un problème. Du coup, on n'est plus dans un rapport de force avec les équipes, mais dans un rapport de mobilisation. En disant on a un problème, donc on trouve des solutions. Et c'est là où le seul objectif du customer centric, on en revient toujours parce qu'on peut parler des années autour du client, et peut-être que vous allez assister à plein de présentations autour du client. La réalité, c'est qu'on peut se faire plaisir, mais il n'y a qu'un seul objectif, c'est développer le business. Pour développer le business, en fait, il y a des réservoirs énormes de croissance dans nos business qui sont liés au management du point de vente. C'est-à-dire qu'il y a la capacité à avoir des équipes qui soient centrées sur le client, qui soient dévouées. Beaucoup plus d'ailleurs qu'en travaillant sur le référencement prix et produits. J'en viens d'ailleurs à un autre élément, parce que nos benchmarks nous permettent de le dire. La perception prix, elle est étroitement liée à l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut penser que dans un hyper, les prix sont perçus comme moins chers, c'est faux. On peut avoir des perceptions prix bien meilleures dans un magasin de proximité ou dans un no-live par rapport à un hypermarché. Et pourtant, c'est très bien, on est d'accord pour dire que plus cher dans un no-live que dans un hyper. Le problème, c'est pas est-ce que c'est vrai, c'est comment je le vis. L'expérientiel proposé et le vécu permet justement de donner beaucoup de croissance et de performance dans les points de vente plutôt que la bataille éternelle en disant si j'étais moins cher, je ferais plus de chiffres. Parfois, les directeurs de magasin, ils aimeraient bien que les paniers soient gratos. Quoi. J'aurais du client. Hein. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de croissance et beaucoup de business à faire, mais il faut leur donner les clés. Sinon, ça reste un truc qui flotte. C'est ça le problème, c'est quand ça flotte, on ne sait pas comment faire, on en parle, c'est un grand sujet, on peut se boire des whisky, discuter sans fin autour du sujet. L'important après, c'est d'avoir des indicateurs factuels. C'est ce que met en place aujourd'hui au ville avec la dernière phase en 2018. Ouais, donc avec tous ces éléments de réflexion, des apprentissages de 2016, l'an dernier, on a décidé de partir sur une phase d'écoute unique. Alors, on n'était pas encore dans l'écoute en continu, on n'avait pas encore franchi le pas, on est en train de le franchir cette année, mais une phase d'écoute unique avec 10 questions par magasin, 6 questions communes à tous les magasins, permettant justement d'avoir cette notion de comparer les points de vente les uns par rapport aux autres, et 4 questions spécifiques aux points de vente. On a opté et on a promis avant le début de la campagne aux magasins de leur faire un rendu qui soit très opérationnel. Donc on mettait les analyses chiffrées, l'indice du magasin, l'indice du réseau, et en fin de document, on pointait les points positifs, les axes d'amélioration, et c'est chaque responsable de magasin qui a lui-même défini des plans d'action pour travailler sur les axes d'amélioration qu'on avait cités. Voilà.
réalité, on rentre dans des choses extrêmement précises, que ce soit sur des analyses à l'horaire ou au jour. Typiquement, on a constaté dans pas mal de magasins franchisés qu'il y avait un jour, généralement au milieu de semaine, le mercredi ou le jeudi, où la satisfaction était inférieure de 5 à 10 points par rapport aux autres jours de la semaine. Je vous laisse deviner, c'était le jour de repos du franchisé. Voilà. Le patron n'est pas là, les équipes se relâchent, la satisfaction diminue, et certains sont rentrés dans l'analyse de mon chiffre d'affaires au jour le jour et ont vu que sur ce jour-là, le panier moyen est inférieur, le taux d'achat dans tel ou tel rayon à valeur ajoutée est inférieur, et donc effectivement le chiffre d'affaires global, même si c'est assez ténu dans la courbe, est inférieur. Donc, voilà. On rentre déjà dans de l'analyse et dans des éléments concrets pour impacter la vie du magasin en positif. Et puis on a permis au magasin de se positionner par rapport au réseau et de connaître leur rang, mais on n'était plus dans j'affiche tous les magasins face au mur les uns après les autres et je fusille les derniers. C'était pas, voilà. On est sorti de cette logique de comparaison pour essayer de rentrer dans de l'opérationnel. Donc ça s'est ressenti dans les questions qu'on a pu poser. Voilà, comment évaluez-vous le rangement du magasin? Comment évaluez-vous votre temps d'attente en caisse? On a commencé à orienter vraiment le client sur comment évaluez-vous? Comment percevez-vous? Comment ressentez-vous? On a pu demander est-ce que l'équipe vous a dit bonjour, qui était une question effectivement extrêmement violente et la plus mal perçue par nos équipes et par les clients. Mais vous êtes-vous senti accueilli en entrant dans le magasin? Parce que finalement, on insiste pour que les équipes disent bonjour, mais ce qui est important, c'est pas qu'elles disent bonjour, c'est que le client se sente accueilli quand il arrive dans le magasin. Comment vous expliquez qu'après une première expérience calamiteuse, vous n'ayez pas jeté et le prestataire et la démarche? Parce que... surprenant parce que... Non, mais c'est une très bonne question. Parce que souvent après c'est de la faute du prestataire. Eh bien non, justement, en fait, comme je vous disais, on est arrivé en réunion responsable de magasin avec nos tableaux, nos trucs et tout, les quelques-uns qui les avaient lus ont commencé à nous descendre en face des autres et autres. Ouais. Et du coup, on a dit, ok, on s'est planté. Dites-nous en quoi on s'est planté et quelles auraient été vos attentes avec cet outil. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un outil comme ça? L'outil permet de poser des questions, qu'est-ce que vous voulez en faire? À côté de ça, on a discuté avec les équipes de Prestéo, on a eu pas mal d'échanges, ils nous on a pointé des questions qui avaient été mal posées, des choses comme ça, et dans la réflexion, on a compris le besoin impératif d'opérationnel pour les magasins, on a compris qu'on n'était déjà plus dans le contrôle, et qu'on sortait de cette notion d'audit, de client mystère, à laquelle on était très attaché, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est comme le gars qui balance son écran par la fenêtre parce qu'il a perdu un jeu vidéo. C'est pas l'écran qui a une faute. Bah là, c'est pareil, c'est nous qui avions mal utilisé l'outil. On a eu cette réflexion commune, on a énormément échangé. On a fourni, Questeo a accès à nos données, on a montré les documents qu'on avait fait en 2017 pour les magasins, pour leur montrer notre logique, notre réflexion et autres. Et on a évolué, on a intégré des magasins, des responsables de magasins dans la démarche aussi, puisque auparavant c'était du descendant. Maintenant, en 2017, c'est vraiment un travail d'équipe. En 2018, c'est vraiment un travail opérationnel. On est en phase de déploiement, c'est dans 10 magasins, on a commencé par 5, on en a rajouté 5. Et j'ai des responsables de magasins qui m'appellent parce qu'ils ont vu la borne chez un autre, qui leur a expliqué ce qu'il en faisait, et qui me disent « je veux la borne chez moi, parce que je vais en faire quelque chose ». Voilà. Donc on a eu, je sais pas, l'humilité peut-être de se dire on a mal utilisé l'outil, réfléchissons. C'était possible si à la réflexion, on s'était rendu compte que l'outil ne répondait pas à un besoin, on aurait arrêté. Mais là, on a vraiment transformé notre manière d'utiliser l'outil parce que c'était la méthode qui était pas bonne. Le problème, c'est pas la collecte. Parce que au début, on était un collecteur, c'est ce qu'on fait des données. Et c'est ça qui fait la maturité d'Olive, ça a été de se dire, ok, j'ai de la donnée qui vaut l'or, parce qu'on a récupéré des dizaines, des centaines de milliers de retours clients. On est sur des volumétries, on sent qu'on a beaucoup de data, ça a du sens, etc. La data pour la data, c'est de la crème sur la crème. Au bout d'un moment, on a ras-le-bol. On avait sûrement plein de chiffres partout. Et au bout d'un moment, un chiffre, c'est toujours le même problème. C'est que je vous rajoute un chiffre sur un chiffre. Okay. La problématique d'Olive, il y a aussi une évolution et culturelle aussi dans l'enseigne, qui est de s'orienter vers le customer centric, ce qui est votre essence naturelle, comme tu disais. Mais la réalité, c'est de se dire, ok, moi, je veux de plus en plus intégrer le client au cœur du business. Et pas seulement en faire une unité de l'écoute. Au début, l'approche était très audit. C'était très prestataire. Oui, vous-même, vos services qui servaient des études, voilà, en sachant très bien qu'il y avait de l'archivage vertical, et derrière, les magasins reprendraient comme avant leurs bonnes vieilles habitudes.
Donc il y a eu une intégration de la réflexion avec les opérationnels pour arriver à ce que la collecte ne soit pas une finalité, mais ce soit un objectif très factuel. C'est cette maturité qui se fait. Alors, ça se fait avec Ovive. C'est vrai que toutes les enseignes ne sont pas au même niveau de maturité. Hein. Vous arrivez aujourd'hui assez fort. Je pense qu'il y a une notion culturelle aussi, parce que customer-centric, je peux vous dire qu'il y a des enseignes, je ne citerai pas, mais des enseignes qui sont à des années-lumière du customer-centric. Je pense que tu en connais aussi quelques-unes. La problématique, c'est le niveau de maturité est différent. Et nous, notre rôle, c'est qu'on amène les moyens d'être customer-centric pour une enseigne, mais on ne la transforme pas customer-centric. C'est-à-dire que, et c'est là où ce qui fait le succès, c'est la capacité du management à tous les niveaux, de vouloir être customer-centric. Parce que c'est juste pour je collecte pour me faire plaisir, il ne faut pas faire, hein. Ça ne sert à rien. Ou je mets une borne, ça veut dire que je m'en fous de une borne. L'objectif, c'est de dire, ok, ma croissance de performance, c'est en servant mieux mes clients. Et pour le faire, je ne peux pas améliorer ce que je ne peux pas mesurer, je le mesure et comme ça je pourrais l'améliorer. Et sinon, ça n'a pas d'objectif. Si c'est juste pour se faire plaisir en disant moi c'est bon, je connais mes clients, etc., il ne faut pas faire. Et la force d'Ovive, c'était cette capacité de remise en cause. Et honnêtement, si aujourd'hui les scorings qu'ils ont, dans mon bench, ça fait partie des enseignes top performantes en termes de clients. C'est peut-être pas un hasard. Hein. C'est aussi, voilà. Vous parlez de succès en termes d'études. Le succès, moi, ça résonne aussi en nombre de clients qui vont répondre, qui vont utiliser la tablette, qui vont répondre. Donc aujourd'hui, j'imagine que vous avez dans les données un nombre de remplissage de questionnaires. Je pense que vous les mettez en comparaison avec le trafic client. Oui. À partir de là, vous, en tant que prestataire, vous qualifiez de succès du dispositif à partir de quel pourcentage? Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que notre mode de collecte... Moi, une enquête, oui, parce s'il y a que vous des êtes sur clients qui répondent... Voilà, vous êtes sur un modèle de l'enquête. Si on a 10. Mais on est sur du volume, du coup, on n'est pas sur du... Nous, en fait, on fait du full client. C'est ceux qui passent devant le collecteur qui répondent. Donc on a un effet mécanique de réponse. Donc ça n'a aucune notion de succès ou pas. C'est-à-dire qu'on attrape entre 10 et 30% des gens qui passent devant un collecteur. Donc une enseigne, ça va faire voilà, un format, on peut faire plus. Voilà. En 2017, on était entre 30 et 50% selon les magasins. On peut avoir, moi j'ai entre 1000 et 15 000 retours clients, même j'en ai... J'ai des enseignes où je suis même à 35 000 retours clients par mois. La volumétrie n'est pas corrélée. Et je sais ce que vous pensez. C'est pas le volume, c'est pas le 35 000, c'est le ratio. Le pourcentage, c'est le ratio. C'est toujours le même. Ouais. Il est toujours le même, le pourcentage. Il n'y a pas une notion, genre j'aime pas le point de vente, donc je réponds pas. Ou je l'aime, donc je réponds plus, ou l'inverse. C'est-à-dire que nous, on appelle un paradoxe, c'est que je donne mon avis, on me propose de donner mon avis, je le donne. Et après, on en fait l'analyse. Donc il n'y a pas de corrélation entre... Ce n'est pas un critère d'évaluation de la qualité ou de la performance du point de vente. Le ratio, ils sont tous les mêmes. J'ai des points de vente catastrophiques, j'en ai d'autres qui sont super bien, j'ai les mêmes taux de clics. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. À la seconde, on propose au client de s'exprimer, il le fait, quel que soit finalement au final son ressenti profond. Ce que demande Roger, c'est est-ce que ce que vous dites, c'est que le taux de clic est le même? Oui. Donc pour vous, à partir du moment où on a un taux de clic ISO, c'est un succès pour vous? Moi, je parle pas de taux de clic, je parle c'est qu'à partir du moment où le collecteur est bien placé et qu'on collecte suffisamment et qu'on a des données objectives, parce que c'est mes clients, c'est tous mes clients, etc., et je peux en transformer ça en indicateur de performance, oui, c'est un succès. On n'est pas dans la recherche. Je sais, je connais... J'ai bien compris. Voilà. Votre mot suffisamment, il est associé à quel chiffre par rapport à votre expérience? Entre 1000 et 1500 par mois. Quelle que soit la taille de par client, il faut au minimum 100 visiteurs jour dans un point de vente pour que ça ait du succès. Ce que je veux dire, c'est que le ratio du panel de répondants par rapport au volume total de clients n'a pas d'importance. Et le problème, c'est que c'est pas lié au volume total de clients, c'est lié au modèle du magasin. Par exemple, si vous pouvez avoir des formats très petits, mais avec un effet d'entonnoir, une caisse, et là vous ratissez mais alors, monstrueusement. Et vous pouvez avoir un hyper avec 25 lignes de caisse. Si le collecteur a une caisse qui est fermée, vous n'avez rien. Donc en fait, si vous analysez globalement en disant j'ai 10 000 visiteurs en jour, je suis un hyper, je peux avoir des hyper avec 10 clics. Et à côté, je peux avoir un proxy avec 200 ou 300 clics par jour. Donc voilà, c'est une question d'emplacement. À partir du moment où le collecteur est bien placé, il ratisse.
ça c'est une question, voilà, ça marche très très bien. Les endroits où ça marche le mieux, c'est quand on est en avant-caisse, sur les caisses qui sont en effet d'entonnoir, etc. Mais ça marche toujours assez très bien parce que c'est un système non intrusif, donc il n'y a pas une notion d'effort du client. À ce moment où il y a un effort, vous n'avez plus rien. C'est dingue, hein, parce qu'on aimerait bien qu'il donne son avis, mais voilà, vous ne le faites pas vous-même, vous ne donnez pas votre avis. Jamais. Voilà, on ne peut pas demander au client ce qu'on ne fait pas soi-même. Après, sur le fait d'avoir la tablette qui est fournie par vous, là, par exemple sur l'expérience d'IKEA, ils le font directement sur le système de caisse, c'est-à-dire que c'est quand, entre le moment où vous avez votre ticket de caisse et au moment donné où vous avez à saisir votre code, c'est à ce moment-là où ils mettent leur enquête en disant est-ce que vous êtes content ou pas content. Sur les caisses libres service. Ouais. Donc, est-ce Donc, que. c'est les terminaux carte bleue aussi. Ou des terminaux carte bleue. Donc, la question que je vous pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'il n'est pas mieux finalement d'intégrer ça directement dans un système d'une enseigne plutôt que de l'avoir à côté? Et quel est votre avis là-dessus? Moi j'ai beaucoup cru au système de terminaux, je trouve que c'était une super idée. Franchement, je trouve ça bien. Il y a plusieurs limites et tout, et en fait c'est un échec. Globalement, c'est un vrai échec. Toutes les enseignes conseillées, elles n'ont pas décliné, ça fait plus de 10 ans que ça existe ce système. C'est un échec pour plusieurs raisons. C'est lié au terminal de paiement. Donc tout ce qui relève du terminal de paiement, il y a un effet affectif très compliqué. Tu montes ton code, si à côté je te demande ton avis et en tapant sur un 0, tu ne comprends plus rien, il y a plein de gens qui ne comprennent rien aussi, il ne faut pas croire, hein, c'est pas si simple. Donc ça crée beaucoup de stress par rapport au truc, ça ralentit la vitesse de passage en caisse, c'est un autre problème. Ça crée du stress. Et il y a un autre problème, c'est que c'est qu'une seule question. Et que c'est. Et on est en fin de transaction et que la personne a envie d'aller chez eux. Pardon. Et qu'en plus, Qu'on est en fin de transaction et que la personne, une fois qu'elle a passé la caisse et qu'elle est au moment du paiement, elle n'a plus qu'un objectif, c'est de sortir du magasin. Alors ça, c'est un autre critère, ça c'est clair. Et Mais on a globalement, un critère objectif dont vous parlez, parce que c'est purement subjectif, on arrive au moment du paiement. Je suis sûr qu'en fonction du montant, oui. sur le terme. alors sûrement, alors là, on fait pas la même réponse. bon, 3700 €, est-ce que vous êtes satisfait? Il y a plus l'objectivité dont vous parlez dans les critères. Ouais. C'est exact. Après, un des gros problèmes aussi, c'est que, et on en vient aussi à la limite des collecteurs qu'on appelle autonomes, vous avez tous été, vous avez tous arrivé dans une station totale pour faire pipi. Bon, ça arrive. Vous savez que 30, je sais pas, c'est à peu près 30% de la motivation pour s'arrêter dans une station, c'est la propreté des toilettes. Oui. Donc, le principe on a toutes les technologies, on a des technologies autonomes, rotation de gestion, etc. Et des technologies avec ces petits boîtiers que vous avez vus, donnez votre avis et tout. Bien que vous lavez les mains avant, on a vu sur des trucs. Désolé, hein, le problème, c'est que vous avez comme sur les terminaux qu'une seule question. Et bien en fait, c'est assez limité parce que si je vous demande simplement comment vous avez vécu votre expérience dans mon magasin, et je vous dis j'ai pas aimé, vous en faites quoi opérationnellement? J'ai pas aimé. C'est comme si vous invitez des amis chez vous le soir en disant à la fin du repas c'est fini, en disant ça va, t'as passé un bon moment, il dit non. Il se casse. Vous allez chez le docteur et vous lui dites est-ce que je suis malade? Il dit oui. Et vous lui dites j'ai quoi? Il dit ah, trop tard, t'as posé une question, tu peux pas en poser une deuxième. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a une différence entre avoir juste une information qui souvent se transforme en information anxiogène, hein, il n'aime pas mon magasin, ok j'en fais quoi, et une capacité à transformer ça en décision business. Aussi d'aller plus loin qu'une simple question sur un terminal. Il y a une somme de choses qui font que ça n'a pas fonctionné comme ça, qu'il était valide. Après, sur le fait aussi des questions, combien de questions? Là, c'est pareil, vous êtes parti sur 10 questions. Alors, 10 questions que vous faites en même temps, et 3 questions, 2 questions. Qu'est-ce que vous avez analysé en fait par rapport au plaisir du client? Moi, je sais que vous m'en posez 10, c'est bon. Hein, alors, en fait, on avait 10 questions, mais le client pouvait ne répondre qu'à une seule. Donc, on ne posait pas 10 questions au même client. Et on l'a interrogé sur sa satisfaction globale, est-ce qu'il s'est senti accueilli. Il y avait une question sur le rayon frais, sur le rayon fruits et légumes, sur la disponibilité de l'équipe et sur la qualité du conseil. Vous rendez obligatoire qu'une seule question? En fait, les questions se présentent les unes après les autres et le client passe, répond avec un smiley et continue d'avancer dans la file de caisse. Il y a systématiquement après chaque question un merci pour votre réponse. Comme ça, le client
voit que l'échange est terminé. Il a la possibilité de répondre à la question suivante s'il est encore là et que la file de caisse n'avance pas, mais il n'y a pas d'obligation à répondre aux 10 questions du questionnaire. L'autre question, l'autre question, c'était par rapport quand on fait des enquêtes, la plupart du temps, il faut qu'on ait une question référence. Un peu la façon dont on dit est-ce que vous recommanderiez le magasin et tout ça, c'est des questions qui ont été intégrées finalement dans le système. C'est une jolie question, est-ce que vous recommanderiez mon magasin? Ça s'appelle le NPS. Oui, il y a toutes les questions qui sont... Donc toutes les questions qui sont relatives à la perception globale, il y en a 3. Ça s'appelle le degré d'implication, la satisfaction, la fidélisation et la recommandation. La recommandation, c'est un grand sujet, vous connaissez tous, vous avez peut-être tous été amenés à poser la question, est-ce que vous recommanderiez mon point de vente? Ou est-ce que le fameux NPS, Net Promoter Score, vous connaissez ça tout à l'heure? Tout le monde le connaît. Vous en faites quoi? En fait, les études ont montré, il y a plein d'études universitaires qui ont montré que finalement c'était l'indicateur le moins fiable du monde pour évaluer la perception client. C'était un effet de mode, hein, c'est un universitaire américain qui a lancé le truc et c'est parti. Le seul intérêt du NPS, c'est l'effet bench. C'est-à-dire que tout le monde posant la même question, je peux me comparer. Mais après, opérationnellement, ce n'est pas corrélé vraiment avec la satisfaction. Le critère qui est le plus performant, c'est la fidélisation. C'est les dimensions relatives à la fidélisation. Voilà. C'est ça qui génère le plus de performance. Le NPS est pas du tout significatif et représentatif finalement de la performance après. Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais. C'est vraiment utilisé, mais après, quand vous êtes dans le métier, vous rentrez dedans et vous regardez toutes les études universitaires, comportementales, les corrélations, etc. C'est un indicateur qui aurait mieux fait de jamais exister. En plus, son mode d'analyse, vous connaissez, c'est 0 à 6, 0 à 6, après 9, 10, après je divise, après j'ai des neutres, j'ai des promoteurs, des traits. Des tracteurs, mais là où je ne vous rejoins pas, alors, moi je travaille chez Gateway, je suis responsable CRM. L'étude client et l'écoute client, ça fait depuis 2016 qu'elle est en place également. Alors, je suis assez étonnée parce qu'en fait, nous, les magasins ont très vite pris à bras le corps. Alors, les questions étaient peut-être moins directes vis-à-vis du client. On était beaucoup plus à l'écoute. On a été sur du NPS, hein, voir un petit peu comment on pouvait se situer, donc l'effet bench par rapport à d'autres retailers. Après, on a mis en place tout de suite la satisfaction, etc. Et je trouve que pour un démarrage d'écoute, il faut pouvoir se situer. Donc je trouve que le NPS, ça fait partie des éléments où partir sur de la SAT ou de la FID sans jamais avoir écouté et étudié son client, c'est un peu partir dans le néant. Au moins, là, on a un référentiel, on peut se situer, c'est un calcul, on peut en débattre. Il n'est pas suffisant, il ne s'auto-suffit pas, mais je crois qu'il a le mérite d'exister. Et vous entendre dire qu'il n'aurait pas dû exister, moi je pense que ça a été le premier pas vers la relation client. Ou un autre, peut-être, pas celui-là, mais peut-être un autre. Non, il en faut d'autres, c'est-à-dire celui-là, il n'est pas représentatif. Il a le seul intérêt, c'est exactement celui que vous pointez, c'est le bench. C'est la capacité que moi je pose la question dans mes points de vente, de pouvoir me comparer à d'autres. Aujourd'hui, il y a d'autres manières. Par exemple, dans nos bases, on a 25 millions de retours clients, on fait du bench, mais du vrai bench. La capacité à comparer pas seulement sur ce que vous me recommanderiez, mais sur des indicateurs qui sont ceux qui représentent toute la complexité de la relation client. C'est ça que je veux dire. La question, est-ce que vous me recommanderiez? On en vient à un autre problème d'ailleurs aussi, c'est le gros problème du retail, c'est qu'il est égocentré. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le besoin de mutation, c'est voilà. La première question, c'est est-ce que vous me recommanderiez? La première question, c'est est-ce que vous êtes satisfait? Vraiment, c'est celle-là la vraie question. Et on concentre en fait... Là, vous parlez avec un retour d'expérience de quelques années de mise en place. L'écoute client, pour être très clair, que ce soit dans le retail ou sur d'autres marchés, au départ, ça n'existait pas. On est venu à... On était beaucoup, comme vous le disiez au début, sur justement de l'audit et de l'écoute directive avec les clients mystères. On voulait savoir si finalement nos collaborateurs faisaient bien ce qu'on leur demandait de faire. Voilà. Mais sur la relation client, sur l'écoute client, sur le customer centric, ça fait pas... on en est qu'au début, mais c'est pas pour autant qu'il faut cracher sur ce qui était fait avant. Ça s'appelle l'évolution de la compréhension et des comportements et de la stratégie. Quand je dis effectivement le constat qui est de dire les enseignes sont centrées sur elles-mêmes parce que c'est un peu historique, l'enseigne est centrée sur ses produits, ses prix, ses marges. Donc c'est ça en fait, et c'est ce qui a fait le succès d'Amazon. Il a fait quoi Amazon? Il était centré sur le client. Je livre en 24 heures et je rembourse sans discuter. Il aurait fait les enseignes? Jamais de la vie.
Parce qu'ils auraient commencé à dire, ça retire mes marges, ça me coûte cher. Et en fait, qui a gagné? Donc en fait, la stratégie aujourd'hui, et qu'on le veuille ou pas, c'est qu'en fait Amazon a amené un nouveau modèle, je dis Amazon mais globalement, un nouveau modèle de consommation. Et l'exigence client aujourd'hui, le retail il doit s'y adapter. Alors amener de l'expérientiel, le fameux rapport qualité-prix, prix-produit, aujourd'hui se passe en expérience produit. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a une obligation, par l'évolution du marché, voilà, le retail est en évolution, d'évoluer vers le customer centrique. Je suis centré sur le client. Et c'est là où je fais exprès à contre-pied, je suis provocant, c'est intéressant de travailler sur me recommanderiez-vous, parce qu'effectivement, comme vous dites, ça a ouvert les esprits. Mais si s'il aurait fallu poser une question, ça aurait mieux que ce soit passé. Voilà. C'est ça que je veux dire. Par contre, c'est vrai que ça a fait son bénéfice parce que ça a quand même montré aussi et permis un autre élément qui est hyper important, c'est de se positionner, parce qu'un client qui va chez Kingway va aussi dans d'autres enseignes à côté, ça vous permet de savoir si finalement l'expérience que vous apportez, elle est perçue par le client par rapport à sa vie et son expérientiel comme étant bonne ou pas. Mais honnêtement, après, vous pouvez fournir toutes les études qui démontrent ce questionnement-là. C'est pour vous dire. Mais vous avez raison, et en fait, ça veut pas, ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, il faut, voilà, mais sauf qu'il y a une nécessité, on le sait tous, de faire évoluer. Mais au-delà des questions, je vais vous dire un truc, ce qui doit évoluer, c'est les mentalités. Hein. Les mentalités du retail. Le retail est encore, et il est obligé aujourd'hui, mais extrêmement centré sur lui-même. Il a tiré tout ce qu'il pouvait sur les fournisseurs, les produits, les marges, etc. Tout ce qui est supply chain, c'est optimisé. Hein. Et le réservoir de croissance qui est lié aux clients, là, c'est un nouveau monde dans lequel le retail y va, et je dis le retail dans sa globalité. Tout le monde y va aujourd'hui. Alors après, on apprend ensemble. C'est comme ça qu'au vif, il y va aussi, historiquement. Voilà, il y a d'autres enjeux sur au vif. Voilà, le bio se développe, la clientèle bio est en train d'évoluer. Il y a le bio patchouli et tong, et puis il y a le bio aujourd'hui qui arrive et qui peut rentrer d'ailleurs par la grande distribution. Hein. Les deux portes d'entrée du bio, c'est la femme enceinte et la mère de famille. Les deux plus grosses portes d'entrée du bio. Après, le challenge des enseignes comme Ovive, c'est de donner envie, une fois qu'on a goûté au bio, à y aller. Le bio, alors on en vient, le bio c'est un vrai sujet, c'est un autre mode de consommation aujourd'hui qui se développe de plus en plus, ça s'appelle l'achat de valeur, l'achat sociétal. C'est-à-dire que j'achète quelque chose dans lequel je me retrouve dans les valeurs. C'est la grande bataille du retail aujourd'hui, vous avez vu que le retail, il faut de plus en plus des publicités sur nous, les commerçants, enfin les artisans locaux, etc. Donc c'est effectivement ce modèle-là aujourd'hui qui est en train d'essayer d'être mis en avant, parce qu'on n'achète plus en fermant les yeux. Par exemple, vous savez, c'est qui le patron, là, vous savez, les briques de lait, là, garantissez, ça cartonne, hein, c'est chez Carrefour, je crois. Il y en a d'autres, des similaires. Mais comme quoi, quand on met en avant un achat de valeur, c'est hyper important. Et là-dessus, Ovive, il est bien armé là-dessus, parce que tout ce qui est la notion de valeur, les clés de valeur, vous savez par exemple que le client confond énormément bio et circuit court. Je peux acheter des pommes de terre à 2 km de chez moi, mais bourrées d'insecticides, je suis content. Et donc, il y a une confusion générale sur la perception entre bio et circuit court. Ça tire les cheveux, hein, d'ailleurs. On te dit, mais c'est pas bio, ouais, mais c'est local. Et donc après, peu importe, encore une fois, on en vient toujours à la notion de est-ce que c'est juste ou pas. L'important, c'est de regarder ce qui est perçu. Donc, et c'est ça le customer centric, c'est que je vais rendre ma marlinelle en travaillant que sur ce sur quoi le client m'attend. Ça s'appelle la hiérarchisation des priorités. Donc je vais reposer la même question tout à l'heure. À votre avis, dans les retail, quels sont les 3 items les plus importants vus par le client? Je parle de retail alimentaire. Il y a 3 points sur lesquels le client met le plus d'importance en termes de perception du point de vente. Si vous deviez les classer, dans toutes les idées que vous avez, vous mettriez lesquels en premier? Qualité du produit. Non. Propreté. Propreté numéro 1. Disponibilité. Je suis client, le magasin il est dégueulasse, si j'avais des produits dégueulasses, j'y vais pas. Si le magasin est super propre et le produit c'est pas bon, j'y vais pas. Ah oui, bien sûr. Qualité du produit numéro 1. Vous savez pourquoi vous allez chercher du bio, pourquoi vous allez dans les petits supermarchés, pourquoi vous allez dans les boucheries. Non, c'est pas le premier critère. Le premier critère c'est la propreté, le deuxième c'est le temps d'attente en caisse. C'est rédhibitoire. Et le troisième c'est l'affichage des prix. Je ne parle pas du prix, c'est l'affichage des prix. Ça ne veut pas dire que les autres critères ne comptent pas. Ça veut dire que c'est des critères qui ont le plus de pondération dans la performance. Non, mais c'est pas non plus, c'est intéressant. Comment vous me garantissez que le produit n'a pas d'insecticide? Comment je le vois? Moi, personnellement, je vous garantis. Le bio? Ouais, mais ça, c'est encore une fois, on revient sur la qualité du produit.
C'est la confiance, c'est la relation. Après, les Ouais, produits non, sont mais certifiés c'est- bio, il y a la certification derrière. Voilà. Non, mais c'est sûr. Après, moi j'ai une question, vous identifiez les clients ou c'est Non. anonyme? Jamais? En fait, on identifie, on a une notion de qualification du client par le fait qu'il était physiquement dans un point de vente à telle heure. Donc après, que ce soit un homme ou une femme, intrinsèquement, en fait, nous on s'en fout. Voilà. L'exemple que je donnais avant, je peux être une femme et acheter une perceuse chez Leroy Merlin, c'est parce que je suis une femme que j'ai le droit d'acheter une perceuse. Le problème de la qualification, c'est basé sur les autres modèles, c'est-à-dire quand on fait des enquêtes, on a besoin de qualifier parce qu'après on extrapole. J'ai besoin de 40% de femmes, 40% d'hommes parce que la clientèle globale. Je pose la question parce qu'à une époque, ce type de produit, c'était pour collecter de la donnée client, le mail. Ah oui, non, ça on ne fait pas. On le fait que dans un contexte particulier, c'est la gestion de réclame, parce que le client est motivé. D'ailleurs, on ne lui demande jamais son mail, on lui dit est-ce que vous voulez qu'on vous recontacte. D'ailleurs, de manière assez curieuse, la réclamation, il n'y a que 20% des gens qui disent vouloir être contactés. Pourquoi? Parce qu'on peut exprimer un mécontentement sans avoir envie d'être contacté. De même qu'on peut exprimer un mécontentement sans être fâché contre le magasin et on regardera la fois d'après. Juste que ce soit entendu. Voilà. La notion d'être contacté, ça reste un peu compliqué Je me suis permis de basculer sur d'avancer un petit peu, donc quand même la campagne 2017 a été nettement plus positive qu'en 2016. C'est un indicateur simple pour ça. À périmètre constant, on a recueilli 2 fois plus de données clients. Donc il y a eu une vraie implication des équipes, un vrai accueil des clients. Et en prévision de la campagne 2018, j'ai des responsables de magasin qui vont m'appeler en me demandant quand est-ce qu'on met ça en place, quand est-ce qu'on va remesurer, quand est-ce qu'on recommence. Donc voilà, on avait réussi à transformer un peu l'approche. Entre la campagne 2017 et la campagne 2018, nous avons accueilli Marie, qui est avec nous, en stage. Marie qui termine son stage la semaine prochaine et qui cherche du travail. Je dis ça, je dis rien. Donc n'hésitez pas à échanger avec elle, stage de fin d'études. Marie nous a apporté un certain nombre d'éléments de réflexion sur la perception, l'écoute client, la perception par les clients de la mise en œuvre en magasin d'un service. Et nous a apporté notamment ce modèle du cycle de la qualité qui nous a permis à un moment donné de vraiment poser les choses et de poser les outils en face de ce qu'ils sont en mesure d'analyser. Partant du service attendu par le client, le client il a un historique, un vécu, une expérience, il va avoir des attentes influencées par évidemment le lieu où il vient. Il va pas avoir les mêmes attentes s'il va chez Bocuse ou s'il va à McDo. Mais le référentiel par lequel il va lire ses attentes est le même. Pour connaître ce service attendu, on a en place des enquêtes clients. Donc à l'Eau-Vive, on fait ça à peu près tous les 5 ans. On va écouter nos clients en magasin. Voilà, qui êtes-vous, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous pensez de l'Eau-Vive et qu'est-ce que vous voudriez qu'il évolue. À partir de là, on va définir le service voulu, donc le concept, qui est traduit en magasin, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, par les équipes. Pour s'assurer que le service réalisé correspond bien au service voulu, on a toujours cette phase d'audit de client mystère. C'est du binaire. Est-ce que l'affichage promotionnel est bien en place? Oui, non. Est-ce que le pain est bien rempli? Oui, non. Est-ce qu'ils mettent bien les gants pour servir le pain? Oui, non. Et tous ces éléments-là, on s'assure que le concept est bien mis en œuvre de la manière souhaitée. Une fois que le service est réalisé, on va interroger le client pour savoir comment est-ce qu'il a perçu ce service et s'assurer que le service réalisé répond, est correctement perçu par le client et répond à ses attentes. Donc on est vraiment sur 3 niveaux différents et sur 3 outils complémentaires. Une enquête client de manière régulière mais assez espacée pour valider, faire évoluer le concept. Une validation de la mise en œuvre du concept et une lecture de la compréhension par le client. Le deuxième groupe a fini. Très bien. Et ben on va conclure. Merci. Et du coup, à partir de tous ces éléments-là, on est en train de lancer donc la phase d'écoute 2018 avec un certain nombre de choses qui changent. On est sur un outil qui est accessible directement, enfin des résultats qui sont accessibles directement par les responsables de magasin en point de vente. Donc ils n'ont plus besoin d'attendre qu'on potasse des rapports et qu'on leur donne des éléments. Ils peuvent accéder directement à leurs chiffres en temps réel. On interroge les clients en continu.
parce que ça permet de mesurer l'évolution et l'impact des actions concrètes mises en place sur le terrain. On assure un suivi régulier des points de vente avec les équipes animation et marketing. Et on met bien évidemment en place derrière ça des actions opérationnelles qu'on mesure et qu'on suit. Et on a vraiment changé la physionomie et la logique de l'outil, et on est passé d'un outil marketing, analyse, contrôle, à un outil terrain, opérationnel et efficacité commerciale. Et les responsables de magasins sont aujourd'hui les plus légitimes et les meilleurs pour mettre en place des améliorations nécessaires pour améliorer la satisfaction de nos clients, satisfaction des clients qui augmente la fidélité, la revisite, le chiffre d'affaires. Il y a un format d'incentive, d'intéressement à ça. Pour les clients ou pour les équipes? Pour les équipes. Alors pour les magasins, pas encore parce qu'on est en phase de déploiement et on va continuer, mais effectivement ça fait partie de la réflexion d'avoir un élément d'incentive à la fois sur l'utilisation de l'outil puis à la fois sur l'amélioration des résultats. Qui ne soit plus incentivé que sur le chiffre d'affaires, même si, selon toute logique, en améliorant les indices de qualité, le chiffre d'affaires suivra. Mais vous, c'est quoi votre projection pourcentage de chiffre d'affaires sur... J'en ai pas. Pour le moment, on est vraiment dans la mise en route de l'outil et dans la prise en main opérationnelle. Une fois qu'on aura un peu de recul sur vraiment l'utilisation de l'outil, on pourra commencer à se poser des objectifs. Et sur la partie incentive, vous voulez apprendre par le biais des résultats visite client mystère ou par rapport à Questeo? Questeo. Questeo. Parce que, enfin, c'est un global, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est la satisfaction client. Quelque part, si un magasin n'a pas un bon résultat sur une visite client mystère, mais que... C'est fortement corrélé, c'est ce que vous voulez. Alors, c'est fortement corrélé, mais si à un moment donné, il manque un ou deux items dans le client mystère, mais que la satisfaction exprimée par les clients via les bornes est bonne, voire meilleure que les autres, et ben c'est peut-être le magasin qui a raison, plutôt que le concept. Et donc il faut se reposer les bonnes questions. Le problème du client mystère, entre autres, c'est que pour que le gars soit incentivé ou motivé sur quelque chose, il faut que l'indicateur qu'on lui mette en place, il soit d'accord avec. Il ne discute pas, sinon ça amène à des grands débats. Ouais, pourquoi? Le problème du client mystère, on en connaît ses forces, mais aussi ses limites, c'est le côté très ponctuel de passage. Je suis passé un jour où Michi n'était pas là, où il pleuvait, enfin il y en a, il est passé, on se met à être jugé sur un passage d'une journée. Donc il peut y avoir un sentiment d'injustice par les équipes, ou en tout cas de remise en cause. Donc après, il y a des grands débats sur oui, mais est-ce que pour autant ça vaut? L'intérêt avec nos solutions, c'est avec des milliers de retours clients tous les jours, par mois, etc. On a des indicateurs qui sont plus faciles à utiliser pour factuellement... Pour ma part, donc, une chaîne de boulangerie, on a des visites, on met en place des visites clients mystères, on en fait plusieurs par an. On n'a pas l'outil Questeo que je découvre aujourd'hui. Il est clair que ce que je comprends au travers de votre présentation, c'est que la formulation des questions, selon qu'on a et le système Questeo et le système client mystère, le contenu de la grille de questionnement, elle va être radicalement différente. Radicalement On va poser des questions même chose. d'un certain type en client mystère et d'un autre type en Tout à fait, Ouais, puisqu'on ne mesure pas la même chose. Un client mystère... Donc on ne parle plus de la même chose. Non. On dit comme dit monsieur, on va vérifier que le magasin respecte un concept côté client mystère et on va écouter le client avec Questeo. Parce que vous pouvez très bien, un client mystère qui va passer dans 2 boulangeries, il va devenir expert d'autres boulangeries, donc il va intrinsèquement analyser une boulangerie un peu par rapport à l'autre, parce qu'il a visité l'autre. Le prestataire nous a dit qu'il était neutre. Oui. Mais au final, il y en a qui deviennent plus ou moins spécialistes du système. Donc finalement, il finit par être expert du sujet. Or, on peut très bien avoir une clientèle d'une boulangerie dont vous savez intrinsèquement qu'elle n'est pas très bonne, mais les clients sont très contents, parce que environnement concurrentiel favorable, etc., satisfaction client. Nous on l'a vu, hein, on a des magasins qui avaient des excellents scores de qualité, et en fait c'est des magasins qui ne tournaient pas. Il y a des magasins où il y a moins d'activité, et en fait score de qualité élevé parce que le magasin est propre, il est rangé, les équipes sont dispo, bah ouais, mais il y a moins de trafic dans le magasin. Et les magasins qui font du chiffre se font défoncer, et donc la satisfaction baisse, enfin est moins élevée, parce que les équipes courent, parce qu'il y a des trous dans les rayons, parce qu'il y a des cartes à faire. Dans la boulangerie, on travaille avec pas mal de chaînes, etc. La problématique de la boulangerie à la SLU, vous avez beaucoup de trafic, etc. Il y a des enjeux qui sont très particuliers à la boulangerie, c'est un achat particulier, c'est un vrai sujet, le pain c'est particulier. Et c'est notamment, ça peut jouer très vite sur une concurrence, sur une accessibilité du point de vente, etc. Donc il y a des effets environnementaux qui sont très forts sur la boulangerie notamment. Donc on peut très bien avoir des équipes surperformantes, mais qui n'ont pas de chance, entre guillemets, parce qu'ils ont un environnement
plein d'emplacements, etc. Et donc leur chiffre d'affaires est moins bon, est-ce que pour autant eux sont moins bons? C'est la vraie bataille. Et c'est ça qu'on... Je vous propose de rejoindre... La dérogation ininterrompue, ou en continu, c'est ininterrompu, c'est quoi le... Bah, la borne est en magasin et les clients répondent. Il n'y a pas de phase. Les bornes sont à disposition. Il n'y a pas de notion de campagne. Voilà, merci. Je vous propose de rejoindre les autres pour un petit vidéo.